Alors bonjour à toutes et tous, je vous remercie d'être ici en nombre pour cette conférence donc, sur l'avenir de la monnaie et des cryptos, donc, qui est organisée comme ça a été rappelé avec la revue donc, Regard croisé sur l'économie, qui est une revue pluridisciplinaire en sciences sociales qui vise à construire des ponts entre la recherche académique et le débat public. Et on vous présente ici là, le dernier numéro qui s'intitulait donc Les dessous de la culture et qui portait sur les enjeux de financement du secteur culturel. Donc je remercie en particulier nos deux intervenants, donc Claudine Urmand, tout d'abord, donc vous êtes à la tête de la direction de l'innovation et des infrastructures des marchés financiers de la Banque de France. Vous avez débuté votre parcours professionnel dans l'audit à Londres avant de rejoindre la Banque de France pour occuper des fonctions opérationnelles dans le réseau puis dans le domaine de la supervision bancaire avant de rejoindre donc, la direction générale de la stabilité financière et des opérations au contrôle des opérations de marché puis à la tête du service de surveillance des infrastructures de marché. Et vous travaillez aujourd'hui, d'où notre invitation en particulier sur les sujets donc, des cryptoactifs, puisque à la Banque de France, vous préférez effectivement parler des cryptoactifs et on y reviendra, et de la monnaie numérique de banque centrale interbancaire, sur laquelle aussi on aura l'occasion de revenir. Je remercie également donc, Gabriel Tailleur. Donc vous êtes diplômé de Sciences Po Lille et de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne en économie appliquée. Et vous êtes, depuis septembre 2022, doctorant en sciences économiques à l'Université Picardie-Jules Verne au sein du laboratoire l'EFMI. Et après avoir mené un travail d'histoire de la pensée économique sur Hayek, votre travail de thèse vise désormais à étudier la tension entre l'usage de la blockchain et des cryptoactifs et la nécessité d'une transition écologique. Alors, après cette brève présentation, donc une première question, puisque le sujet des crypto-monnaies ou des crypto-actifs est un thème qui peut apparaître comme un peu technique, un peu ésotérique peut-être. Posons d'abord quelques définitions. Donc, première question que je vous pose à tous les deux, donc qu'est-ce que les cryptoactifs et qu'est-ce que la technologie blockchain? Comment on peut définir pour ensuite pouvoir creuser les enjeux sous-jacents à ces cryptoactifs ou crypto-monnaies? Donc je ne sais pas, peut-être Claudine Urmand si vous... Je peux commencer, oui. Bonjour à tous et merci de me recevoir dans ce bel endroit. Alors voilà, question effectivement intéressante, que sont les cryptoactifs et qu'est-ce que la blockchain? Alors peut-être pour commencer sur la blockchain, c'est voilà, une technologie en fait qui fait partie de ce qu'on appelle des technologies de registre distribué et qui permet à la fois de stocker d'une part et d'autre part de transmettre des données qui sont donc encodées, cryptographiées pour permettre leur sécurisation. Donc c'est une technologie qui est déjà assez ancienne, elle a plus de 10 ans, elle est apparue aux alentours de 2008 avec essentiellement voilà, l'utilisation via le Bitcoin typiquement. Mais elle peut être utilisée pour dans d'autres domaines que la finance, hein, typiquement pour la conservation de données. Ça peut être par exemple pour des données de notaire, typiquement tout ce qui doit être effectivement conservé de manière ou transmis de manière confidentielle et sécurisée. Et donc les cryptoactifs utilisent traditionnellement ce véhicule, cette technologie pour donc transmettre de façon sécurisée la valeur qu'ils sont censés représenter. Donc ce sont des actifs qui représentent une valeur qui est fondée ou pas sur l'économie réelle et donc qui ont été amenés à circuler et qui sont apparus déjà il y a plus d'une dizaine d'années avec ce fameux Bitcoin, et ils ont été appelés également à évoluer puisque le Bitcoin c'était vraiment ce qu'on appelle la première génération des cryptos, avec les fameux mineurs dont je pense qu'on va parler un petit peu plus tard, et qui effectivement ne reposent pas sur une valeur, on va dire, des actifs économiques réels, mais sur la notion de rareté et de minage. Et c'est toujours le cryptoactif qui a la part la plus importante dans le domaine sur le marché des cryptoactifs. Et ensuite, on a vu apparaître ce qu'on appelle la deuxième génération des cryptoactifs, qui sont ce qu'on appelle les stablecoins, et qui sont adossés alors soit à des réserves, donc typiquement une devise hein, qui a cours légal,
par exemple, ou d'autres actifs, hein, comme un panier d'actifs avec des titres, typiquement des obligations, des certificats de dette à court terme. Et on a pu aussi voir ce qu'on appelle les stablecoins algorithmiques, comme le Terra et le Luna, dont la valeur repose sur un algorithme. Donc toute une famille effectivement de cryptoactifs qui s'est développée au fil des années avec ces deux générations. Oui, c'est ça. En réalité, c'est assez complexe de définir ce qu'est une blockchain en quelques minutes, mais pour faire simple, on pourrait considérer que c'est comme une base de données décentralisée, publique. Si elle est bien développée, elle est incorruptible, infalsifiable, il est impossible d'effacer les données qui ont été entrées, et elle est censée permettre la création de transactions sécurisées et rapides, sans passer par un tiers de confiance, une autorité centrale, un intermédiaire. Et c'est ici que se déploient ce qu'on appelle les cryptoactifs, donc des jetons numériques qui se déploient sur des réseaux pair à pair, ce sont des blockchains qui n'ont pas besoin d'un tiers de confiance pour valider, vérifier les transactions. Et à partir de ce réseau pair à pair, les crypto-monnaies ou les cryptoactifs n'ont pas besoin d'une banque centrale, d'une autorité centrale pour essayer de fonder la réglementation et le taux d'émission, les règles d'émission de cette monnaie-là. Et il y a un système de règles qui est interne, une réglementation interne à chaque crypto-monnaie, à chaque protocole, où le taux d'émission des crypto-monnaies, les incitations entre les différents acteurs, etc., est défini selon des algorithmes, donc ex ante, de façon interne. Et en effet, il y a une variété de blockchains, une variété aussi de cryptoactifs, et tous les cryptoactifs ou crypto-monnaies n'ont d'ailleurs pas la vocation à incarner une forme monétaire. Je pense notamment aux crypto-monnaies qui ouvrent un sentier d'innovation à travers ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Néanmoins, voilà, c'est important de garder en tête l'idée selon laquelle il y a une réelle variété des blockchains, une variété des cryptoactifs, et que la révolution fondamentale de la blockchain, c'est d'essayer de se passer de tiers de confiance pour authentifier des transactions et les valider. Merci pour ces premières définitions. Alors, en général, dans l'actualité, lorsqu'on entend parler des crypto-monnaies ou crypto-actifs, c'est souvent pour parler de la volatilité de leur cours, puisqu'effectivement, on constate une forte volatilité du cours alors du Bitcoin et en fait des autres crypto-monnaies qui semblent suivre en fait le cours du Bitcoin. Comment on peut penser, comment vous pouvez effectivement expliquer les raisons d'une telle volatilité, alors qu'on a, dans le projet Bitcoin ou dans le projet des crypto-actifs ou crypto-monnaies, on a parfois pu considérer que la crypto-monnaie pourrait devenir une sorte d'or numérique, c'est-à-dire une valeur refuge sur laquelle on pourrait se fonder en temps de crise. Ce qu'on constate d'ailleurs parfois dans certains pays où règne une crise et donc de l'hyperinflation, et les cryptos deviennent alors une valeur refuge. Donc comment penser effectivement cette tension entre la possibilité d'une valeur refuge, qui était un peu le projet initial, et une forte volatilité des cours du Bitcoin et des cryptos de manière générale? Oui, alors effectivement, les cryptoactifs sont vraiment assimilés à une problématique de volatilité. On s'en est aperçu très rapidement, alors notamment en 2021, où le Bitcoin a subi un véritable crack avec une perte de valeur de l'ordre de 40%. Donc ça a été un événement qui a effectivement suscité beaucoup d'interrogations. Le fait effectivement que ce cryptoactif ne repose pas sur, on va dire, une valeur économique réelle a posé également question. Et également, on a vu tout un changement de cet environnement des cryptoactifs, puisqu'ils se sont développés essentiellement dans un environnement de taux très bas. Et ils permettaient d'avoir, via des placements, des prêts, des emprunts, des revenus qui étaient en fait supérieurs à ce qui pouvait être obtenu via la finance et les actifs traditionnels. Donc ça a été quelque part un engouement, mais très vite on a pu voir un retournement et une problématique de confiance apparaître pour se dire finalement ça ne repose sur rien. Et les investisseurs se sont quand même posé beaucoup de questions sur cette volatilité qui a connu effectivement des pics, plusieurs épisodes, notamment donc on a vu le crash du Terra Luna qui reposait vraiment sur un algorithme dont on s'est aperçu qu'il n'était pas préparé du tout pour des phénomènes massifs de retournement du marché, et ça a posé vraiment question sur la valeur intrinsèque de ces cryptoactifs.
Donc toujours, on observe effectivement des fluctuations importantes et des mouvements qui se sont matérialisés, notamment avec un certain refuge refuge représenté par les 10 stablecoins, donc adossés à des monnaies réelles, effectives, avec des mouvements de balancier très importants sur tous ces marchés. Donc ça fait partie, effectivement, la volatilité fait partie des points, on va dire, d'attention en tant que régulateur des banques centrales, en tout cas. Oui, sur ce point, je suis totalement en accord, dans la mesure où, structurellement, Bitcoin, c'est un objet qui est volatile en termes analytiques, en termes de théorie monétaire. Bitcoin, c'est un système dont le prix est exclusivement basé sur la demande. Il n'y a aucun système de régulation de l'offre monétaire, à la différence des monnaies traditionnelles, en rythmant le taux d'émission, en faisant en sorte que la monnaie soit adossée à un crédit, etc. Donc en tout cas, le cours de Bitcoin est uniquement déterminé par la demande et il est extrêmement sensible au choc de demande. C'est en effet c'est pas une très bonne réserve de valeur, c'est pas un très bon refuge, dans la mesure où le cours du Bitcoin a été extrêmement corrélé aux valeurs technologiques du Nasdaq par exemple, notamment pendant l'ère Covid-19, et où en effet il a été fortement affecté par la remontée des taux d'intérêt directeurs. Et puis on voit d'ailleurs depuis la sortie de cette ère Covid-là une sorte de baisse continue du cours de Bitcoin qui a été marquée par deux événements, par deux grandes ruptures. Vous l'avez dit, la première c'était la chute de la crypto-monnaie Terra Luna, qui était littéralement c'était un stablecoin algorithmique, donc décentralisé, qui littéralement était proche ou assimilable à un système de Ponzi, c'est-à-dire qu'il y avait une nécessité d'augmenter, de faire croître la demande de manière continue pour que le système se maintienne. Et puis il y a un deuxième événement qui était l'événement FTX, plus récent, plus médiatique, où là c'est une entreprise centralisée, un market maker qui fait se confronter l'offre et la demande et qui possède les crypto-monnaies à la place des utilisateurs pour en faciliter l'accès, qui a fait face à une crise de solvabilité très grande et à un bank run, et qui a provoqué donc une chute importante de Bitcoin à 15-16 000 $. Bitcoin qui est aujourd'hui remonté autour de environ 30 000 $. Donc il y a une volatilité intrinsèque déjà pour des raisons structurelles, architecturales, liées au fait que le prix est uniquement déterminé par la demande. Et puis il y a une histoire de la volatilité de Bitcoin depuis la fin de cette période favorable où les taux étaient extrêmement bas. Merci beaucoup. Par rapport à cette hésitation donc qu'on a depuis le début donc à caractériser le Bitcoin, enfin les cryptos, donc soit comme des monnaies, soit comme des actifs, et ça a été rappelé donc au début de la conférence, effectivement la Banque de France en tant qu'institution, mais les banques centrales de manière générale préfèrent en fait parler de crypto-actifs. Donc ici une question pour vous plutôt, Claudine Urmand, à la Banque de France, donc vous préférez ce terme. Est-ce à considérer donc que les cryptos ne peuvent pas être considérés comme des monnaies au sens économique du terme, et en quoi ne le peuvent pas être, d'un point de vue architectural peut-être elles ne le peuvent pas, ou alors c'est des raisons conjoncturelles du fait d'une naissance récente en fait du Bitcoin et des crypto-monnaies ou actifs? Alors en effet, le terme de crypto-monnaie nous fait un petit peu frémir et on s'empresse de effectivement corriger puisque la Banque de France, effectivement, en tant que banque centrale, garantit la valeur de la monnaie. Et trois fonctions essentielles que doit avoir une monnaie pour être nommée en tant que telle, pour nous, qui sont tout d'abord la fonction d'échange, la fonction d'unité de compte et ensuite la fonction de réserve de valeur. Et effectivement, les crypto-actifs ne répondent à aucune de ces fonctions ou de manière très très incomplète. Donc typiquement, pour avoir une valeur d'échange, une fonction d'échange, il faut vraiment être reconnu, il faut avoir la confiance, chose qui n'est pas le cas pour les crypto-actifs. Pour être une unité de compte, il faut avoir une valeur stable, ce qui n'est pas le cas non plus. Et alors pour une réserve de valeur, donc se dire que je peux garder aujourd'hui, je ne vais pas dépenser, mais je le ferai plus tard. Là non plus, puisqu'on voit cette volatilité induit un risque de perte de valeur très important. Donc cette question de vocabulaire va au-delà, puisque quand on parle de monnaie, on parle de confiance, et c'est tout ce qui manque finalement dans les cryptoactifs.
Et Gabriel, sur cette question, justement, est-ce que vous pensez que c'est lié à quelque chose de structurel, c'est-à-dire à l'architecture de ces cryptos, ou alors est-ce que c'est lié justement à une naissance récente et qu'on pourrait penser effectivement qu'à terme, les cryptos puissent devenir des monnaies à part entière, puisqu'on a pu voir effectivement, et vous pouvez peut-être évoquer ces cas-là, des cas notamment au Salvador où effectivement le Bitcoin a eu cours légal, et comment penser ces expériences effectivement de diffusion autorisée du Bitcoin au sein d'un territoire déterminé. Avant de revenir sur Salvador, en effet, il y a des éléments intéressants à mentionner sur ce point-là. Ce qui m'intéresse aussi dans le débat crypto-monnaie contre crypto-actifs, d'un point de vue sémantique, c'est le fait que ça laisse entrevoir une sorte de conflictualité discursive, une conflictualité dans le discours entre deux régimes, deux pôles, deux communautés de valeurs, l'une qui prétend incarner ou se servir de crypto-monnaie, donc il y a réellement il y a une valeur performative dans le terme monnaie, il y a une sorte de contestation à travers la sémantique du monopole monétaire souverain, une volonté de soumettre à la concurrence la monnaie d'État avec les crypto-monnaies, c'est qu'il y a un terme performatif, et puis le terme crypto-actif il est venu après, notamment de la part des régulateurs, des banquiers centraux, et c'est un terme qui est aussi intéressant parce que de facto il délégitime la capacité qu'aurait une crypto-monnaie à incarner une véritable monnaie, puisqu'on le considère comme un actif et non plus comme une monnaie. Et puis, deuxièmement, on associe cet objet numérique à toute la charge symbolique qui est associée aux actifs traditionnels, donc la spéculation, la haute volatilité. Et c'est un terme qui me paraît aussi peut-être inadéquat, enfin, le terme crypto-monnaie n'est pas adéquat, le terme de crypto-actif me semble me semble assez réducteur dans la mesure où il ne permet pas de prendre en compte la charge politique qui est transmise, qui est reflétée par les crypto-monnaies, par les crypto-actifs, dans la mesure où il y a effectivement des motivations idéologiques, politiques de détenir de la crypto-monnaie. Et il me semble que le terme d'actif tend à évacuer cette dimension politique qui est importante dans la définition de la monnaie. Et effectivement, la valeur de Bitcoin ne repose sur rien, à part sur la confiance que la communauté de valeurs des crypto-monnaies veut bien lui accorder. Mais dans la littérature contemporaine sur ce qui définit une monnaie, on voit bien que les éléments les plus importants, c'est l'articulation entre la souveraineté monétaire et la confiance. Et la souveraineté monétaire permet d'augmenter la probabilité qu'une communauté de valeurs accorde sa confiance à la monnaie. Donc la question de la confiance, elle est très importante avec tout le symbolisme qui lui est lié. Et effectivement, il y a eu une expérience au Salvador dernièrement où les crypto-monnaies, et notamment Bitcoin, a eu cours légal au Salvador. Et je pense que c'était pour au moins deux raisons. D'abord, la dédollarisation du système salvadorien. Et puis la deuxième raison, qui est peut-être la plus prégnante, c'était la volonté de s'émanciper des tiers en ce qui concerne les transferts internationaux pour réduire les taxes des transferts internationaux issus de la diaspora, qui représentent une part significative du PIB au Salvador. Mais c'est une expérience qui, sur de nombreux aspects, a échoué et échoue. Dans la mesure où, d'une part, on n'est pas du tout dans le système de pensée initial des crypto-monnaies, parce que Bitcoin a été ajouté au cours légal, c'est-à-dire qu'on impose aux Salvadoriens d'accepter le Bitcoin. Il est impossible pour un commerçant salvadorien aujourd'hui de refuser une transaction en Bitcoin à partir du moment où il est équipé technologiquement pour pouvoir la recevoir. Mais on est bien loin de l'idéologie libertaire qui a nourri les crypto-monnaies matricielles. Et puis, dans un second temps, en termes de politique publique, il y a eu beaucoup de défaillances techniques. Le gouvernement salvadorien a changé de partenaire de portefeuille numérique à plusieurs reprises. Ils ont essayé d'inciter les Salvadoriens à adopter les crypto-monnaies en leur offrant $20 à partir du moment où ils acceptaient d'ouvrir un portefeuille numérique. La plupart des Salvadoriens, ils ont ouvert leur portefeuille, ils ont pris les $20 et ils ne l'ont plus jamais réouvert derrière. Donc, en plus de la difficulté d'accès aux données, d'adoption et de consentement de la population salvadorienne à Bitcoin, déjà en termes de politique publique, il y a eu énormément de ruptures, beaucoup d'échecs qui ont marqué cette mise en place de Bitcoin en tant que cours légal dans ce pays. Vous évoquiez, Gabriel Tailleur, à l'instant l'inspiration libertaire en fait du projet Bitcoin et des crypto-monnaies. Est-ce que d'un point de vue historique, vous pouvez revenir en fait sur le contexte d'émergence? Claudine Normand, vous aviez rappelé effectivement que le Bitcoin naît en 2008, date importante puisque c'est effectivement la crise de 2007-2008 qui nourrit en fait des projets de crypto-monnaie, donc crypto-actifs, pour essayer en fait dans une inspiration liée à la méfiance en fait à l'égard des autorités monétaires qui sont accusées en partie en fait d'être à l'origine de ces crises qu'elles n'auraient pas réussi à endiguer. Et donc, est-ce que vous
pouvez revenir effectivement sur ce contexte d'émergence, donc dans le cadre de la crise de 2007-2008, et éventuellement aussi sur l'inspiration théorique, puisque voilà, on est à l'Institut de l'économie, et donc en sciences économiques, on renvoie souvent, et d'ailleurs la communauté Bitcoin elle-même se dit effectivement être inspiratrice des travaux plutôt autrichiens en économie, donc de l'école autrichienne, et en particulier d'Hayek, sur lequel vous avez travaillé, Gabriel, tout à l'heure. Donc peut-être vous pouvez effectivement nous rappeler ce contexte historique d'émergence et ce contexte théorique plus large. Oui, bien sûr, je vais essayer de ne pas être trop long sur ce point. Ce qui est intéressant de constater, c'est que idéologiquement, Bitcoin, dans le fond, s'appuie sur un réseau de croyances, un réseau de tentatives, d'initiatives monétaires qui remonte aux années 90. C'est lié à ce qu'on appelle les mouvements cypherpunk ou plus tard crypto-anarchie. Ce sont des mouvements qui, dans le fond, face aux velléités réglementaires des États sur l'Internet, qui était perçu comme un espace émancipateur dans les années 90, se sont saisis de réalisations concrètes, la cryptographie, les logiciels libres, les réseaux pair à pair, ce genre d'éléments, se sont saisis de ce genre d'éléments pour essayer de préserver leurs données privées, préserver leur anonymat. Et il y a eu plusieurs initiatives monétaires qui consistaient à déconnecter, dans le fond, le politique du monétaire, à déconnecter l'état de la monnaie et essayer de faire émerger une société de marché libre. Et donc on a très rapidement rapproché théoriquement la création de Bitcoin et les tentatives monétaires qui l'ont précédé avec un économiste autrichien qui s'appelle Friedrich Hayek, un économiste qui a obtenu le prix Nobel d'économie et qui en 1976 a proposé un système de mise en concurrence des monnaies. Dans le fond, pour lui, il était important de séparer le politique du monétaire et il a alors proposé, parce qu'on ne peut pas se fier dans l'État qui est toujours traversé par des tensions électoralistes, politiques, on ne peut pas se fier dans l'État pour gérer convenablement une monnaie. Et alors il a essayé de penser à un système de mise en concurrence des monnaies. Des entreprises privées émettraient leur propre monnaie soumise sur un marché par la loi de la concurrence, et les monnaies les plus stables, les monnaies les mieux gérées seraient dans le fond les monnaies les plus adoptées, et les monnaies qui seraient mal gérées, qui ne seraient pas dignes de confiance, seraient rejetées, seraient sorties du marché. Et donc là, il y a un rapprochement théorique assez clair avec l'idée première selon laquelle l'État, c'est un oppresseur en puissance qui est toujours traversé par des tensions politiques électoralistes qui vont entraîner des abus de pouvoir, parce qu'il a le pouvoir de l'autorité centrale, le monopole de la prérogative monétaire. Et puis, dans un second temps, il y a l'idée selon laquelle le monopole réduit l'innovation, et seule une monnaie soumise au marché, à la concurrence, est digne de confiance, parce qu'on ne pourra pas abuser de cette prérogative monétaire souveraine. Donc clairement, Bitcoin semble s'appuyer sur ce type de réseau idéologique, théorique, donc ça fait écho au vieux désir finalement d'une école économique très libérale qui consiste à séparer le politique du monétaire. Et sur cette question, donc à l'égard de cette volonté de la communauté Bitcoin ou des crypto-monnaies, donc de s'extraire de tout cadre institutionnel, quelle est justement la place de la Banque de France, puisqu'on va venir cette fois-ci aux enjeux peut-être de régulation, puisque la Banque de France donc fait partie de l'eurosystème qui donc cherche précisément à réguler ces cryptoactifs. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire effectivement, Claudine Urmand, sur ces velléités de régulation et sur les dispositifs réglementaires qui peuvent essayer de cadrer et encadrer effectivement les crypto-monnaies, avec cette tension qui est que précisément, elles cherchent à s'extraire de tout cadre réglementaire institutionnel. Et donc, quelle est effectivement la place des banques centrales et de la Banque de France en particulier dans cette régulation ? Alors, vaste question, en effet. Je pense qu'on peut dire, voilà, il y a globalement deux volets, deux types d'actions de la part des banques centrales. D'une part, donc la régulation de ces cryptoactifs, et de l'autre côté, voir effectivement comment s'insérer dans ce paysage et éventuellement proposer une monnaie numérique de banque centrale. Alors, il y a, selon les États, selon les juridictions, il y a eu des approches différentes qui ont été adoptées par rapport aux cryptoactifs. Et on voit encore, il y a beaucoup de réflexions en la matière. Donc, certains États, notamment en Chine, ont totalement interdit les cryptoactifs. Donc, ça c'est une possible réponse. Typiquement, ça n'a pas été le choix qui est fait par d'autres juridictions, notamment aux États-Unis, mais aussi dans l'Union européenne, puisque dans l'Union européenne, nous allons avoir donc le règlement MiCA, Markets in Crypto Assets, qui devrait être promulgué dans les jours qui viennent, donc normalement cette semaine, et qui permet, qui va non pas interdire les cryptoactifs, mais qui va les encadrer. Et c'est vraiment l'optique qui a été prise
par l'Union européenne, de justement accompagner cette innovation. Donc ce règlement, ce qu'il va permettre, il va permettre d'utiliser des cryptoactifs, soit par exemple pour des paiements. Donc ils vont avoir un régime qui est assimilé à la monnaie électronique, ou soit donc des cryptoactifs qui vont être adossés à d'autres actifs, donc typiquement à des réserves par exemple, avec une surveillance des émetteurs et des fournisseurs de services sur ces cryptoactifs pour s'assurer voilà, que les risques sont bien encadrés. Donc typiquement pour les cryptoactifs qui vont être utilisés normalement à des fins d'investissement, ils vont avoir des limites pour l'utilisation à des fins de paiement. Et il y aura une surveillance qui va être mise en place pour tout ce qui est émetteur dit significatif, et cette surveillance va se faire au niveau européen. Donc on n'interdit pas, on encadre, et il va y avoir aussi une clause de revoyure de MiCA pour voir si au terme voilà, je crois que ça doit être 18 mois d'opération, et bien comment est-ce que cela se passe, et est-ce qu'il faut revoir cette réglementation, parce que dans un environnement qui bouge très vite. Et le deuxième volet, c'est effectivement pour revenir juste sur ce volet, la Banque de France participe bien sûr aux réflexions et aux propositions pour MiCA. Donc on travaille activement avec les autres autorités françaises sur ce sujet. Et le deuxième volet est la monnaie numérique de banque centrale, qui peut être une réponse pour accompagner cette innovation, tout en offrant l'actif de règlement le plus sûr, qui est la monnaie de banque centrale. Donc typiquement, voilà, qu'est-ce qu'on a actuellement comme monnaie de banque centrale? Eh bien, c'est le billet, ce sont les espèces. Et donc, l'idée, ça serait d'offrir cette monnaie sous forme, on va dire, numérique aux citoyens, mais aussi sur les marchés interbancaires. Et c'est voilà, là où nous travaillons plus spécifiquement côté Banque de France. Et pour les citoyens, quelle différence entre cette monnaie digitale de banque centrale et la monnaie scripturale qu'on utilise couramment? Alors la différence, on va dire, est sans doute assez peu perceptible de la part des citoyens, puisque en fait la monnaie scripturale, donc vous utilisez dans vos achats voilà, quotidiennement, typiquement via la carte bancaire, les prélèvements, les virements instantanés, et même encore le chèque. Eh bien, c'est ce qu'on appelle de la monnaie commerciale, donc, puisqu'en fait elle est émise par les banques commerciales auprès desquelles donc, les citoyens ont un compte. Et cette monnaie est actuellement sûre également, puisque ces banques commerciales sont surveillées et régulées par l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation. La différence avec, on va dire, une monnaie numérique de banque centrale de détail, c'est que finalement ça constituerait une créance directement sur la banque centrale. Donc on élargirait, ça serait un genre de billet, si vous voulez, numérique, et donc dont l'usage a besoin d'être effectivement bien déterminé pour éviter voilà, que cela vienne en concurrence directe avec la monnaie scripturale émise par les banques commerciales. D'accord. Alors une dernière question avant de passer aux questions à la salle. Un des enjeux effectivement qui est associé aux cryptoactifs et dont j'ai rappelé effectivement que le sujet de votre thèse, Gabriel Tailleur, portait sur en fait la tension qui pouvait exister entre cette innovation monétaire et la question écologique. Alors je voyais récemment dans un article des Échos qui reprenait une enquête en fait menée par le New York Times qui revenait justement sur les pollutions en fait liées à l'industrie Bitcoin et en fait à ces pollutions invisibles, enfin en partie invisibles de l'industrie numérique qui est très polluante mais qui pour autant effectivement n'est pas considérée, enfin qui est moins considérée effectivement comme une pollution en tant qu'elle est moins visible. Et est-ce que vous pouvez revenir effectivement sur cette possibilité de ces monnaies soit justement d'être en tension avec la transition écologique ou justement une possibilité de l'accompagner? Oui, la question importante, c'est dans le fond d'essayer de savoir s'il y a une solubilité possible de ce type de crypto-monnaie, crypto-actifs, notamment Bitcoin en l'occurrence, dans les exigences de transition écologique qui y sont liées. Pour faire très simple, toutes les crypto-monnaies ne consomment pas autant d'électricité. Ce qui fait qu'une crypto-monnaie en consomme énormément, c'est ce qu'on appelle
la preuve de travail, c'est un protocole de consensus, c'est un algorithme qui décide de la vérification, la validation des transactions au sein de la crypto-monnaie, c'est un choix arbitraire. Et ce protocole-là particulier, qui est celui de Bitcoin, qui n'est pas celui de nombreuses crypto-monnaies, d'ailleurs les crypto-monnaies les plus récentes ne s'appuient pas du tout sur ce type de protocole, c'est un protocole qui, dans le fond, est extrêmement énergivore, les données sont assez disparates, mais on estime que au bas mot, il y a au moins 44 TWh par an de consommation électrique, mais en réalité, en ajoutant quelques variables, on arrive à avoir une estimation plus fine qui s'approche de 120 TWh par an pour la consommation électrique de Bitcoin. L'enjeu, c'est aussi de savoir quelle est la source de cette production électrique, est-ce que c'est du renouvelable, est-ce que c'est du fossile. C'est extrêmement complexe d'avoir accès à ces données. Et dans le fond, on peut aussi s'interroger sur la pertinence de maintenir ce type de mécanisme de validation, alors que d'autres sont tout aussi robustes et dans le fond sont beaucoup moins énergivores. Et donc je m'intéresse en effet sur la solubilité de ce type de protocole de consensus dans la transition écologique et surtout sur l'économie politique des lobbies dans le monde de l'industrie du minage, dans le monde des crypto-monnaies, qui dans le fond font passer l'idée selon laquelle la valeur de Bitcoin est intrinsèquement liée à l'énergie qui est injectée dans le réseau. Et donc, selon eux, on ne devrait pas changer de protocole de consensus, on ne devrait pas changer de mécanisme de validation, même si cela permettrait une réduction énergétique très forte. Donc je m'interroge un peu sur le discours de ces lobbies, etc. Enfin voilà. Est-ce que vous voulez réagir sur cet enjeu de transition écologique qui parcourt les banques centrales aussi? Oui, bien sûr, cet enjeu est très important et notamment, je pensais, le règlement MICA fait référence à cette question effectivement de consommation énergétique et c'est un point d'attention aussi pour les banques centrales qui réfléchissent éventuellement à l'émission d'une monnaie numérique et selon quelle technologie. Donc ça, effectivement, cela en fait partie. Côté Banque de France, nous avons fait plusieurs expérimentations de monnaie numérique de banque centrale de gros, donc interbancaires. On a utilisé plusieurs types de blockchain, des blockchains publiques, des blockchains privées ou permissionnées. Et effectivement, si d'aventure, l'eurosystème se décidait in fine à lancer une monnaie numérique de banque centrale en utilisant les technologies blockchain, il est bien évident que cet aspect de consommation énergétique ferait pleinement partie des réflexions. Tout à fait. Très bien. Alors, avant de laisser la parole à la salle et aux questions de la salle, j'aimerais d'abord introduire donc Camille Aubry, donc qui est illustratrice à mes côtés et qui donc va nous proposer. Alors, si vous êtes prête en tout cas. Oui. Non, je commence. Alors, d'accord. Donc, qui va nous proposer un résumé imagier de la conférence. Mais d'abord, première question pour que le dispositif technique puisse se mettre en place. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, une première question? Oui. Alors, je ne sais pas si François, tu peux... tiens. Madame derrière. Bonjour et merci pour votre conférence qui est très intéressante. Je me posais la question de savoir si la monnaie allait disparaître totalement, puisque je pense qu'il en est question, ou tout du moins dans les pays nordiques, c'est déjà le cas. Et voilà. Je ne suis pas très informée, donc je me permets de vous poser cette question-là. Merci. Alors, oui. Alors c'est effectivement quand on parle beaucoup de la potentielle disparition des espèces, du cash, notamment dans les pays nordiques où il y a de moins en moins d'utilisation d'espèces. Donc ça peut être effectivement une question, mais disons que la monnaie au cours du temps, et peut-être Gabriel pourra compléter avec sa vision historique, mais a évolué dans ses formes, donc avec effectivement, et la crise sanitaire a accentué cette tendance, on utilise de moins en moins des espèces. Et il y a de nouvelles formes, de nouveaux moyens de paiement qui apparaissent. Et donc, c'est les monnaies numériques ou voire les cryptos actifs font partie de ce courant. Il y a énormément d'innovations en la matière. Mais aussi, et je crois que c'est notamment le cas en Suède, on commence à réfléchir à nouveau éventuellement pour réintroduire et favoriser l'accès au cash, ce qui est assez amusant. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire en termes de politique et position de la Banque de France, c'est de vraiment donner l'accès et le choix aux concitoyens à toutes les formes de la monnaie,
que ça soit les espèces, que ça soit les moyens de paiement scripturaux, et que ça soit voilà, dans le futur peut-être la monnaie numérique, de vraiment laisser ce choix qui est une liberté fondamentale. Je vais laisser peut-être Gabriel compléter. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans le fond, il y a un processus, on appelle ça un processus d'abstraction de la monnaie à travers le temps, c'est-à-dire que dans le fond, la monnaie est de plus en plus abstraite, de plus en plus symbolique à travers le temps. On a tendance à s'appuyer de moins en moins sur un matérialisme, sur des espèces physiques. Et sur ce point-là, peut-être un point de tension aussi avec l'introduction d'une MNBC parallèlement à la disparition du cash. Juste pour préciser, donc monnaie digitale de banque centrale. Par rapport à l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale et parallèlement la disparition du cash, c'est que dans le fond le cash c'est le moyen de paiement le plus anonyme qui soit, et il y a un point de tension sur l'anonymat qui pourra ou non être mis en place avec l'utilisation d'une monnaie numérique de banque centrale, notamment en ce qui concerne la confidentialité des transactions, l'idée selon laquelle la MNBC va bel et bien remplacer un cash avec les propriétés qui lui sont liées. Et sur le point de la régulation européenne, la plupart des députés européens sont aujourd'hui extrêmement sceptiques par rapport à l'introduction d'un euro numérique, notamment sur cet aspect-là, lié à l'anonymat, lié à l'absence de contrôle des transactions et à l'historique des transactions accessibles par le politique. Donc il y a un point de tension qui est ici présent, qui concerne la confidentialité des données en Europe. D'ailleurs, sur cette question, les crypto-monnaies, enfin cryptoactifs et le Bitcoin en particulier, avaient ce projet justement de garantir l'anonymat des transactions pour s'extraire justement des systèmes financiers, bancaires hiérarchisés qui, en partie, posaient cette question de l'anonymat des transactions. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, c'est ça, tout à fait. Plus précisément, les crypto-monnaies promettent un pseudonymat plutôt qu'un anonymat, c'est-à-dire que dans le fond, il est possible d'accéder à l'intégralité des transactions qui ont été mises sur une blockchain. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement relier l'identité réelle avec une adresse qui a émis une transaction d'un point A à un point B. Mais oui, c'est effectivement la volonté d'anonymiser les transactions face à des velléités de fantasmes sur un hyper-contrôle lié à l'État. Après, si je peux juste compléter, effectivement, dans cette optique de contrôle, du point de vue des banques centrales, il n'y a pas d'intérêt à connaître le détail de toutes les transactions. Et je pense qu'il est bien dans l'esprit aussi des régulateurs que tout ce qui est rôle, par exemple, en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ça revient, ce rôle déjà est réalisé par les intermédiaires, typiquement, donc ce sont les banques qui font tous les contrôles Know Your Customer, enfin tout cela, et donc ça doit bien rester, ce rôle doit bien rester auprès de ces intermédiaires. Mais il faut continuer d'assurer cette vigilance. D'autres questions qui ont émergé? Bonjour, merci. Est-ce que vous pourriez mettre en perspective, quand vous parlez de monnaie, on ne peut pas parler de monnaie si on ne parle pas de système monétaire. Or, les monnaies d'aujourd'hui sont basées sur le système monétaire dollar, qui est backé, donc qui est adossé à la dette. Donc quand vous parlez de confiance, donc aujourd'hui on est dans un système monétaire qui est un petit peu, comment dire ça, à l'agonie, étant adossé à une dette. À titre d'exemple, je crois que 90% des dollars émis depuis le début de l'histoire du dollar ont été émis ces 5 dernières années. Donc, dans ce contexte-là, les crypto-monnaies ou les crypto-actifs qui pourraient en fait correspondre on pourrait les comparer à l'or, par exemple, parce qu'on a une finalité de l'offre, alors que le système monétaire actuel basé dollar n'a pas de finalité de l'offre. On produit de la monnaie, c'est ce que sait faire l'Occident depuis l'an 2000, et surtout depuis 2008 et depuis 2020, énormément de monnaie. Donc, dans cette perspective, quel est vos commentaires? Oui, alors c'est une perspective intéressante parce que très concrètement, les crypto-monnaies et Bitcoin, qui est la crypto-monnaie matricielle, c'est effectivement fondé avec l'idée selon laquelle elle pourrait incarner un système financier alternatif qui préserverait la rareté monétaire en imitant d'ailleurs des mécanismes liés à l'extraction de minerais, en imitant la finitude de l'offre dans le fond. Et ce type de mécanisme permettrait d'esquiver, très explicitement, on le voit dans le livre blanc de Bitcoin, permettrait d'esquiver les mésusages de la monnaie de la part
de la Banque centrale, certes, et aussi de la part des banques commerciales qui auraient contribué à la constitution des bulles financières à travers leur comportement monétaire. Donc il y a vraiment cette logique-là qui est présente. Bon, néanmoins, après, si on parle littéralement de l'inflation, on voit que le rapport entre l'émission monétaire et l'inflation n'est pas si évident que ça, et surtout qu'il y a des causalités politiques à l'inflation, plus que mécanicistes, de plus en plus. Mais effectivement, je pense, dans le fond, si on veut se poser la question quel est l'avenir des crypto-monnaies dans les années à venir ou dans les décennies à venir, je pense qu'il y a un économiste que j'aime bien qui s'appelle Liater et qui parle d'une pluriculture monétaire. L'idée selon laquelle un système financier dans le fond serait plus sain, serait plus stable à partir du moment où plusieurs monnaies émises par plusieurs individus, plusieurs entités pourraient coexister. Et quand je parlais de confiance tout à l'heure, c'est uniquement l'idée selon laquelle la monnaie c'est une institution politique. Comme toute institution, elle peut être en crise. Cette crise de défiance, elle s'exprime en termes monétaires par une hyperinflation ou une inflation élevée. Et il y a réellement avec Bitcoin l'idée selon laquelle c'est un jeton symbolique qui suscite la confiance, mais de même le dollar ne s'écroule pas aujourd'hui parce qu'il suscite la confiance en des institutions politiques, en une stabilité économique, etc. Donc il y a tout un réseau de confiance dans les institutions qui intervient dans la définition de la monnaie dans le fond, et il y a une définition vraiment symbolique essentielle à la stabilité monétaire qu'on ne peut pas simplement réduire à des éléments un petit peu mécaniques liés au taux de monnaie ou taux d'unité monétaire en circulation dans l'économie. Peut-être on voit aussi que ce système petit à petit est en train de rentrer dans la sphère régulée de plus en plus, notamment au travers des différents standards internationaux qui se mettent en place, donc le Conseil de stabilité financière qui va édicter ou mettre à jour ses recommandations notamment sur les stablecoins mais aussi sur les autres cryptoactifs pour que toutes les juridictions déclinent ces recommandations dans leurs règles, mais aussi effectivement avoir un point d'attention et surveiller les acteurs pour éviter que ne se développent ces genres de bulles ou l'utilisation massive de cryptoactifs en circuit fermé et qui pourraient effectivement constituer un péril pour la stabilité financière. Donc, d'autres questions? Je crois qu'il y en avait une devant. Merci beaucoup. J'aurais simplement deux questions de précision en fait, sur des choses que je ne connais pas du tout ce sujet-là. Une première question pour Madame Urban. En fait, j'ai pas bien compris j'ai compris qu'à la Banque de France, vous ne vouliez pas parler de crypto-monnaie mais de crypto-actifs. Mais je n'ai pas bien compris quelle était la volonté de la régulation que vous appeliez de ce projet MiCA. En fait, est-ce que c'était pour au final que ça puisse devenir une monnaie, qu'on puisse en avoir un usage, parce que vous avez parlé d'un usage possible pour les règlements interbancaires. J'avais pas compris. Est-ce que c'est un cryptoactif qui doit devenir une monnaie à long terme? Ça c'est une première question. Et juste une deuxième question. Je pense que ça vient de mes connaissances de ce qu'est la blockchain au fond, mais vous aviez dit que c'était une réaction, une volonté d'avoir une unité décentralisée en fait, qui ne repose pas sur une institution en réaction à un manque de confiance. Mais en fait, une question que je me pose, c'est lorsque vous parlez par exemple de toute l'énergie que ça nécessite, c'est d'une certaine manière qui paie la facture en fait, parce que soit c'est totalement décentralisé sur différents individus, ou bien s'il y a une consommation énergétique qu'on arrive à identifier, est-ce que donc il y a quand même une institution qui se forme, parce que vous parliez à un moment donné de blockchain public ou privé, il me semble avoir entendu ça. Donc est-ce que ça veut dire que c'est quand même une institution qui se forme? Malgré cette volonté d'échapper à une centralisation, est-ce que malgré tout il n'y en a pas une? Si vous pouviez revenir là-dessus s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, alors peut-être sur la première question, donc sur ce point de réglementation. Alors je n'avais pas fait l'historique, mais simplement pour dire quand même que la France a été précurseur en la matière, puisqu'on avait déjà la loi Pacte qui permettait en fait
déjà permet de réguler donc les prestataires de services sur actifs numériques. Et ensuite, on a ce règlement MiCA qui effectivement arrive et qui permet d'encadrer l'utilisation et qui permet de réguler les émetteurs et les fournisseurs de services sur cryptoactifs. Donc on n'est pas, comme je le disais, on n'est pas dans l'interdiction, mais c'est simplement de s'assurer qu'ils répondent à un certain nombre de règles pour éviter des faillites de type FTX ou Terra Luna. Et c'est vraiment de donner aussi des garanties aux investisseurs que ces actifs sont bien adossés notamment à des réserves et en tout cas qu'ils sont effectivement sûrs. Donc on est dans une optique, effectivement, on régule, on autorise, mais on autorise des cryptoactifs qui sont sûrs. Et certains pourront être effectivement utilisés à des fins de règlement, de paiement, et ce qu'on appelle déjà sous le régime qui existe déjà, qui est la monnaie électronique. Donc ils seront adossés simplement à une seule devise, mais ils pourront être utilisés à des fins de paiement. Donc voilà l'optique qui a été adoptée effectivement en termes de régulation. Et l'idée par ailleurs d'offrir une monnaie numérique de banque centrale, elle se pose tant pour la sphère de détail que pour la sphère des règlements interbancaires. Donc c'est vraiment offrir cette alternative. Simplement pour compléter donc, cette question, pour cette monnaie digitale, monnaie numérique de banque centrale, au fond, quelles seront les règles d'émission de cette monnaie? C'est-à-dire pour cette monnaie de détail, comment cette monnaie sera créée, puisqu'on sait que pour la monnaie scripturale qu'on utilise, ce sont par les crédits bancaires en fait, qui sont octroyés par les banques commerciales. Ici, puisque c'est l'institution de la banque centrale qui va émettre cette monnaie, sur quelle base va-t-elle créer cette monnaie et comment les clients pourront effectivement accéder à cette monnaie digitale et monnaie numérique? Alors ce sont des choses qui seront précisées je pense ultérieurement, mais en tout cas cette monnaie sera émise, si cela est décidé par l'Eurosystème, elle sera émise sous forme de jetons, donc de tokens vraisemblablement, par la Banque centrale qui contrôlerait finalement cette émission, et grâce sans doute la technologie qui permettrait de contrôler le volume de cette monnaie en circulation, et elle serait émise non pas certainement via des intermédiaires que seraient les banques commerciales, donc un peu comme le système actuel qui est un système à 2 étages avec la banque centrale, les banques commerciales et ensuite les particuliers. Et Gabriel, peut-être sur la seconde question. Oui, sur la seconde question. En réalité, je pense qu'il n'est pas forcément pertinent d'avoir une approche binaire centralisée ou décentralisée, mais plutôt parler en termes de degré de décentralisation. Cette approche nous permet de constater que Bitcoin, c'est la crypto-monnaie, le crypto-actif le plus décentralisé. Ceux qui paient la facture, ce sont ceux qu'on appelle les mineurs ou les validateurs, et donc qui vont essayer de miner des blocs, donc de valider des transactions, et en échange de cette validation des transactions, ils le sont incités parce que la contrepartie de cette validation, c'est l'émission de nouveaux Bitcoin. Et donc dans le fond, ceux qui paient la facture sont ces gens-là, qui sont aujourd'hui des entreprises très rationalisées, qui se proposent avec des processeurs tout à fait adaptés et optimisés de miner l'algorithme précis de la blockchain Bitcoin. Et dans le fond, tant que ces individus-là ne se coordonnent pas, on peut toujours parler d'un système décentralisé. Néanmoins, en effet, il y a toujours une sorte d'intermédiation et une possibilité, si jamais ces individus-là se coordonnent à plus de 51% de la puissance du minage, s'ils se coordonnent, ils pourront à tout moment changer des règles du protocole, changer la finitude de l'offre Bitcoin à partir du moment où ils se coordonnent et qu'ils décident de changer cette règle-là. Donc ce sont ces individus-là qui sont aujourd'hui des entreprises rationalisées, avec des mécanismes tout à fait, des mécanismes légaux, enregistrés, etc. D'autres questions? Non, tu veux? Non, pas d'autres? Bon, je peux continuer. En fait, je me posais une question qui survient, mais dans cette tension, en fait, alors ici plutôt pour Claudine Normand, c'est-à-dire comment penser, j'arrive pas bien à penser la différence entre monnaie scripturale et monnaie numérique de banque centrale, si ça passe finalement par des banques commerciales qui vont octroyer, donc, qui vont créer finalement cette monnaie, ou via effectivement ces tokens qui seront émis par la banque centrale. Et surtout, comment penser effectivement la tension entre des monnaies qui avaient été pensées initialement comme voulant s'extraire de tout cadre institutionnel et cette volonté de les réencastrer en fait dans une institution banque centrale qui en fait,
voilà, comment vous pensez cette tension au sein de la Banque de France et sur cette différence monnaie scripturale et monnaie digitale de banque centrale? Alors, en fait, si je puis dire, la différence, c'est que ce serait vraiment, alors une fois encore, là, pas forcément perceptible des yeux du public, mais une créance sur la banque centrale. Donc, ça serait la différence avec les moyens de paiement scripturaux, qui sont actuellement, voilà, des moyens de paiement qui sont mis à disposition via un compte que vous avez auprès de votre banque. Donc, pour utiliser un chèque, un virement, une carte bancaire, il faut avoir un compte dans une banque. Donc là, ça serait sans doute techniquement un moyen un petit peu différent, peut-être via la mise en place de ce qu'on appelle de portefeuille, de wallet électronique, mais tout ça reste bien sûr à déterminer, mais ça serait de la monnaie de banque centrale, et donc il y aurait vraisemblablement des plafonds aussi qui seraient attachés pour éviter qu'elles ne viennent phagocyter les dépôts des banques commerciales. Donc il y a un enjeu aussi en termes d'équilibre en la matière. Donc, et après, pardon, votre deuxième question. Non, c'était sur cette tension, sur le fait d'effectivement réencadrer, émettre une monnaie numérique qui se voulait justement être extrait de tout cadre institutionnel et justement du caractère hiérarchisé en fait de l'émission monétaire avec. Je pense que voilà, ça procède toujours de l'idée de sécuriser les paiements, hein, puisque la Banque centrale, elle est quand même garante non seulement de la stabilité financière, mais aussi de la sécurité des moyens de paiement. Donc c'est vraiment d'offrir aux citoyens et aussi voilà, à l'ensemble du monde interbancaire, hein, quand on parle d'une monnaie numérique de Banque centrale de gros, cette sécurité des paiements. Donc la tendance voilà, actuelle a été, on autorise ces cryptoactifs à être utilisés à des fins de paiement, mais on offre aussi à côté un actif de règlement sûr. On ne voudrait pas que se développent d'énormes poches de règlement en monnaie privée qui pourraient être potentiellement un risque pour la stabilité financière. Voilà, c'est tout la tension et la difficulté de accompagner cette innovation, en faire partie, ne pas inhiber les acteurs privés. Et donc, on est dans une idée de partenariat public-privé et d'accompagner tout cela. Et alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont émergé éventuellement? Oui, monsieur. Oui, donc c'est pas du tout une monnaie ni rien et ça peut être un danger pour une valeur monétaire normale, enfin standard comme l'euro. Donc pourquoi pas juste l'interdire comme font les Chinois? Oui, bah, sur ce point, en réalité, la Chine, ce qu'elle a interdit, c'était l'exercice du minage, donc le fait de pouvoir valider les transactions, et elles ont interdit aux plateformes centralisées de pouvoir proposer des services de paiement liés à Bitcoin. Mais dans le fond, il est impossible techniquement d'interdire Bitcoin. Aucun régulateur ne pourra jamais l'interdire. Ce qu'on peut faire, c'est en compliquer l'accès, en interdisant aux entreprises centralisées, donc aux entreprises traditionnelles, de proposer l'accès aux crypto-monnaies et à Bitcoin. Mais dans le fond, vu qu'il s'agit d'un réseau d'ordinateurs sur un réseau pair à pair, c'est littéralement impossible pour un régulateur d'essayer de justement essayer de faire en sorte que ce réseau n'existe plus. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais je suis effectivement complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a, on entend beaucoup de voix, voilà, qui commencent à émerger dans différentes zones dans le monde sur, voilà, un souhait d'interdire en lien avec les risques de stabilité. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Bon, c'est pas l'optique, voilà, qui a été prise, mais encore une fois, dans l'Union européenne, la révision du règlement permettra aussi de voir comment tout ça se met en place et s'il faut aller plus loin et comment. Peut-être une dernière question de la salle, de moi-même? Non? Alors si, j'avais une dernière question, après on clôturera effectivement la conférence avec le travail de Camille Aubry. Mais donc, on parle ici des crypto-monnaies, on parle aussi, alors peut-être un peu moins d'ailleurs, de ce qu'on appelle des monnaies locales. Quel est le rapport que peut entretenir une banque centrale, et la Banque de France en particulier, à l'égard de ces projets, effectivement, alors qui concurrencent la monnaie qui a cours légal sur le territoire, mais qui viennent justement s'ancrer dans des problématiques locales de circulation d'une monnaie dans un circuit clos, c'est-à-dire pour effectivement favoriser une forme d'économie
économie circulaire et une monnaie qui ne circulerait que sur une région, une localité, une municipalité. Comment penser ces projets de monnaie qui concurrencent effectivement le système public de monnaie? Est-ce qu'il y a aussi des enjeux de régulation à cet égard? Et est-ce que c'est des réflexions qui ont cours effectivement au sein de l'eurosystème ou au sein de la Banque de France en particulier? Alors effectivement, les monnaies locales qui sont apparues, soit voilà, dans des villes, dans des régions, donc notamment en France, font l'objet d'un examen, en tout cas, voilà, alors pas directement par la Banque de France, mais par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc la CPR, qui effectivement examine tous les projets afférents, toujours avec voilà, dans l'idée de protéger eh bien ceux qui vont participer à ce dispositif. Et pour ce qui est, on va dire, par exemple, les émetteurs, quand il va y avoir voilà, des émetteurs de cryptoactifs qui vont se présenter devant les autorités, ils devront demander ce qu'on appelle un agrément. Donc, qui sera délivré par l'autorité des marchés financiers et qui sera également examiné par la Banque de France et la CPR. Donc, pour s'assurer effectivement qu'ils répondent bien au cadre qui a été fixé dans MiCA. Très bien. Et Gabriel, sur cet enjeu de monnaie locale, puisque vous travaillez effectivement sur la tension avec la question de la transition écologique, on sait que les monnaies locales sont souvent pensées dans ce cadre-là, justement pour cette possibilité d'une économie circulaire et d'une monnaie qui ne circulerait que sur un territoire, contrairement aux crypto-monnaies qui sont plutôt dans un cadre déterritorialisé et qui donc effectivement favoriseraient plutôt une économie mondialisée, anonyme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire effectivement de cette monnaie de demain éventuellement que sont les monnaies locales? Bon, je suis pas du tout spécialisé sur les monnaies locales, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'elles suscitent aussi des imaginaires et des réseaux communautaires à travers lesquels il y a un réseau de croyances dans l'économie sociale et solidaire, dans les initiatives locales, les initiatives de circuits courts, etc. Il me semble néanmoins qu'il ne s'agit pas vraiment de concurrence par rapport aux monnaies d'État, parce que les émetteurs de monnaie locale bien régulés offrent une convertibilité fixe avec l'euro, il me semble en tout cas. Et c'est vrai qu'il n'y a absolument aucun lien entre les crypto-monnaies transnationales, mondialisées, aétatiques et les monnaies locales qui, elles, tirent toute leur substance de l'appui sur une communauté de croyances bien singulière, bien dense. S'il n'y a pas une dernière petite question, je pense qu'on peut clôturer ici à la conférence. Donc je vous remercie Claudine Normand et Gabriel Thaler pour ces réponses et cette conférence particulièrement riche. Et je vous remercie aussi à vous toutes et tous pour votre présence et vos questions. Et donc on va terminer avec Camille Aubry qui est illustratrice. Non? Comment? Pour la présentation éventuelle. Ah non, ça passait en fait. Moi, je voyais pas en fait. Oui, mais d'accord, pardon. Ah, je pensais. Ok, d'accord. Je pensais qu'à la fin il y avait une présentation imagée. Mais d'accord. Ok, moi je regarderai. Alors donc vous avez eu cette présentation. Et donc je vous remercie de nouveau pour votre présence et pour votre... Mais vous aussi, vous n'avez pas pu du coup regarder. Ok, donc très bien. Bah, merci à tous.